Approchez-vous, encore plus près. Mais faites attention, car plus vous croirez en voir, plus vous vous ferez avoir. Plus vous vous rapprocherez, et moins vous en verrez. Qu'est-ce que la magie? La magie est une tromperie, élaborée dans le seul but de vous divertir et vous faire rêver. Le cinéma a une philosophie similaire. On passe un contrat avec vous, on triche, on vous ment, mais vous l'acceptez, car vous pensez savoir à quoi vous attendre. Mais si on abuse trop de cette confiance, la supercherie tombe, le rêve s'efface et le merveilleux fait place à la colère. Je vais faire défiler les cartes et je vous demande d'en repérer une. Pas celle-ci, ce serait trop facile. Trop rapide? Ok, je réessaye. C'est bon? Vous l'avez repérée? Est-ce que c'est une de celles-ci? Non? Qu'est-ce que je vous ai dit? Plus vous vous rapprochez, moins vous en voyez. C'était ta carte? Attends, c'est à moi que tu faisais le tour? Ok. Bonjour et bienvenue pour cette critique à chaud dans la grotte qui reviendra sur Insaisissable ou Now You See Me, Now You Don't. Dans le monde de la magie, tout ce qui disparaît réapparaît. Oh! Ah, ça fait du bien de se revoir! À la base, la saga Insaisissable, donc ce diptyque qu'on avait avant que ça devienne une trilogie, j'aimais bien le premier, même si le deuxième me prenait un peu trop pour un con à mon goût. Ce qui était sympa avec le premier, c'est que ça traitait un peu de cinéma en nous parlant de magie, car les deux ont toujours été très liés, le tout en faisant un Ocean Eleven un peu sympa. Ce qui faisait que cet aspect magique passait à peu près, c'était qu'on était du point de vue du policier, de celui qui se fait entourlouper. Du coup, les aspects un peu plus inexplicables, on pouvait les avaler un peu plus facilement. Ce qui n'était pas vraiment le cas du deuxième. Dès le deuxième, déjà il n'y a plus Leterrier, donc tant pis. Que le premier film a été réalisé par Louis Leterrier, avec sa petite patte Frenchy, ce qui fait qu'on avait quelques acteurs français, dont notamment un très bon rôle de José Garcia. C'est toujours sympa à souligner. Dans le 2, bon, on te ramène Daniel Radcliffe, donc un sorcier qui se bat contre des magiciens, j'aimais bien le gag méta, mais disons que vu qu'on est du point de vue des prestidigitateurs, les voir faire des trucs vraiment impossibles, pas faisables, même en tant que prestidigitateur, ça sort du film, et on nous prend vraiment pour des cons. Et là, dans ce troisième film... Comment dire que je me suis ennuyé? Le film est vraiment pas top. On nous raconte l'histoire d'une nouvelle génération de magiciens, dont les scènes d'exposition sont vraiment énervantes, vraiment naze. Donc on a le petit génie qui fait la technologie, on a les métateurs acteurs et on a la nana, elle fait deux parcours. Tout ça pour qu'ensuite arrive, un peu intrigué par leur petit numéro, Daniel Atlas, qui va continuer l'exposition en nous rabâchant, en nous disant ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, quelle est leur backstory. On a compris. Il veut récupérer cette nouvelle équipe afin de faire un énième cambriolage. Cette fois-ci, le diamant cœur qui appartient à la famille, je sais plus comment, c'est des méchants vendeurs de diamants, blablabla. Et déjà, le problème est là. La méchante du film, très mal annoncée, elle n'est pas crédible. Déjà, il a fallu que j'attende une bonne vingtaine de minutes après son apparition pour que je me dise, ok, elle a fait quoi de mal? Exactement. C'est quoi qu'est-ce que vous avez contre elle? C'est ok, elle a une mine de diamants en Afrique, et du coup elle vend des diamants, très très cher. Pourquoi? Enfin, c'est en quoi c'est une méchante? Jusqu'au moment où arrive la nouvelle équipe et blablabla, vous connaissez la musique, c'est un cambriolage et ensuite on va voir comment ils ont fait leur bazar. Et l'aspect fun et ludique qu'on avait dans les deux premiers a totalement disparu. Ils essayent des petits effets de style par-ci par-là, mais ça marche pas. La réa est plate, on n'a pas d'idée de mise en scène, et quand on a une petite idée de mise en scène sympa au niveau des décors, c'est pas mené à bout et ça en devient vraiment chiant. Les acteurs, on a l'impression qu'ils n'ont pas envie d'être là,
vraiment, hein, il s'ennuie. Il s'ennuie, alors que bon, je sais pas, ça avait l'air de vouloir lancer un petit peu un univers quand les premiers films sont arrivés, parce qu'il y avait une ambition, une idée, de se dire on est les nouveaux Oceans, on est les nouveaux Ocean's Eleven, dans un style différent, en jouant sur cet aspect mythique de la prestidigitation, en te rajoutant ce sous-scénario de société secrète qui dirige le monde depuis les débuts de l'humanité, déjà période égyptienne, avec l'œil, et de se demander qui c'est qu'en fait partie, qui c'est qu'en fait pas partie. Bon, on a tout oublié, hein. Là c'est le degré zéro, et on nous dit « ne vous en faites pas, ce n'était que le début !» Pitoyable. Attends, à la fin du film, on vous dit c'est que le début? Ouais, ce sont les derniers mots prononcés par un caméo. Oh là là. Ouais. La réalisation est assez plate, et le truc c'est que dans la communication, on nous avait vendu un peu plus d'effets pratiques. Ce qui avait un peu plu dans le 1 et le 2, c'était le fait que certains numéros de prestidigitation, certains effets, plutôt quelques manipulations, changements de tenue, soient faits sur le plateau. Ce qui a été un peu jarté du 2. Dans celui-là, on nous avait vendu ça, et c'est vrai, on a pas mal de plans, d'actions, l'apparition de Jack Wilder, ou un moment où les personnages changent de tenue en direct à la Mission Impossible. C'est réalisé sur le plateau. Mais il y a, en dehors de ça, beaucoup trop de tours ou de scènes qui sont totalement CGI et impossibles à refaire. Un des moments qui m'a fait sortir du film, c'est en milieu de film, t'as deux personnages, donc la nouvelle génération et l'ancienne génération qui se battent un peu pour se dire « Hey, c'est nous les meilleurs, mais en fait, nous, on a l'expérience et blablabla. » Du coup, on se dit « Ah ouais, je vais te prouver que je suis le meilleur, je vais te faire un tour de cartes. » Du coup, t'as un deuxième personnage qui arrive et qui dit « Attends, tu trouves que ça c'est un bon tour de cartes? Regarde, je change de tenue !» Et tout le monde fait son petit tour à la zob dans un plan séquence qui sort totalement. Ça n'a rien à faire là. À aucun moment on se dit, dans un groupe où il y a une forme de rivalité, voire même de respect, venez, on va enchaîner ça alors qu'on est poursuivi par les flics, qu'on est menacé de mort, qu'on est en train de monter un complot envers une industrie de vente de diamants. Et aussi, c'est quoi leur problème avec les hologrammes? Dans le premier, il y avait un hologramme. Dans le tout premier, donc t'as une salle tout embrumée, avec des lumières un peu partout, on l'accepte, ça, mais juste pour dévoiler des plans, des petits plans pour faire un effet visuel, et vers le climax, c'est simplement des projections sur un bâtiment. Ça, on peut l'accepter. Là, t'as 3-4 formes d'hologrammes, et tout le monde se fait pigeonner par ça. C'est-à-dire, t'as une bande en plastoc transparente avec un vidéo proche dessus, et les gens se disent « il est vraiment là ! Oh là là !» Non, c'est quoi leur problème avec les hologrammes? Dans tout le film, on te met des hologrammes par-ci par-là, on se croirait dans un film de Ridley Scott. J'en peux plus, on se croirait dans un Alien de Ridley Scott. Pourquoi vous foutez des hologrammes partout? Ça sert à rien, ça fait pas magique, ça fait SF. Et le truc qui nous intéressait dans cette saga de films sur de la magie, c'était de voir de la manipulation, de voir des gens de talent faire des trucs, pas voir de la science-fiction. Si tu veux voir de la science-fiction / sorcellerie, t'as mille et un trucs là-dessus, tu regardes Star Wars. Si tu veux de la SF avec de la magie, tu regardes Star Wars. Tu regardes pas Now You See Me. Now You Don't. Tout ça pour mener à un retournement de situation, oh là là, dire à quel point les effets de style sont mal foutus. On utilise un truc que j'ai expliqué dans cette vidéo et que j'ai abordé dans cette vidéo, qui est le setup payoff. Là, j'ai vu le setup payoff le plus grossier que j'ai probablement jamais vu. C'est-à-dire, j'ai pris mes notes, je prends des notes quand je regarde mes films. C'est-à-dire, là, il s'est passé une scène, j'ai noté, ok, ça va revenir pour le climax. Parce que c'était grossier, c'était visible, c'était prévisible de fou. Le climax, on a un retournement de situation qui honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai totalement pas vu venir. La raison pour laquelle je ne l'ai pas vu venir, c'est parce qu'il est complètement con. Il est complètement con, il te crée des incohérences pas possibles. Je vais avoir du mal à argumenter davantage sans spoiler, du coup, partie spoil. Oh là là, c'est le spoil. J'aime bien ce gimmick, il est complètement con. En gros, la méchante du film, qui tient une mine de diamants, qui se fait des bénéfices et qui finance le marchandage d'armes pour des méchants dictateurs terroristes, c'est même pas dit dans le film, ils s'attendent à ce qu'on ait la culture nécessaire pour le faire, donc je vais même pas m'embêter à le répéter. Du coup, Daniel Atlas,
ayant reçu une carte mystérieuse venant de l'œil, va récupérer les 3 genoux pour aller cambrioler le plus grand joyau de la famille de cette méchante, le diamant cœur. On a quelques séquences un peu sympas quand ils essaient de le cambrioler, où on voit le pourquoi du comment, c'est un truc un peu classique, on sent que les acteurs s'en foutent un peu de ce qui d'être là, mais ça va, ça marche à peu près, la façon dont ils mettent en place le cambriolage, ça va, c'est sympa, jusqu'au moment où débarque le casting original. Parce qu'en gros, leur cambriolage se passe bien, et pouf, apparaît tout le monde. T'as Woody Harrelson qui débarque. C'est lequel frère Franco? C'est James ou Dave? C'est Dave Franco qui débarque. Bref, tout le monde débarque et ils s'enfuient en France. Pourquoi? Je sais pas. Ils vont au Château Roussillon. Je sais pas pourquoi. Ils vont au Château Roussillon pour se planquer. Ils tombent sur le plus gros escape game de la région. J'ai l'impression, puisque pour rentrer dans cette espèce de quartier général de on sait pas pourquoi ils sont là, et escape game, voilà, on tire un bouquin, on ouvre une porte magique, blablabla. Tout ça pour au final tomber sur Morgan Freeman. Son caméo est insultant. Son rôle dans le film est un caméo. Il est là, il dit bonjour, il se fait buter. Parce que oui, la méchante, elle se dit « Oui, appelez-moi le chef de la police française, il me doit un service. » On a un gars qui est chef de la police dans tout le pays. Parce que j'ai pas reçu le mémo. Bah, c'est le président. Oh, dingue! Elle est pote avec le président. Mais débile. Du coup, t'as la police qui les retrouve. On sait pas comment. Et ils se font capturer, puis ils se font décapturer. C'est débile, tout ça pour faire revenir la nana du deuxième, dont l'apparition était vachement sympa en vrai, car c'est un personnage que j'aimais bien dans le 2, assez vif, avec de l'humour, de la joie de vivre, et ses tours un peu cinglants avaient un côté kitsch qui me faisait pas mal marrer. Donc là, on retrouve ça. Tout ça pour, au final, globalement, leur cambriolage fonctionne bien, les copains sont cool. Arrive le retournement de situation. Le retournement de situation, débile. Donc je vous ai parlé viteuf de l'équipe de nouveaux magiciens, le trio de nouveaux magiciens, les jeunes là. Bon, si je les ai aussi peu abordés, c'est que dans le film, ils sont ennuyeux. Leur histoire est complètement ennuyeuse. Disons que, comme je l'ai dit, on a l'acteur, on a la nana qui fait le parcours et qui est douée à la bagarre et qui est souple, et on a le petit génie. Et ben le twist, c'est que le papa de la méchante... Attention, le papa, c'est ça la révélation de fin. Le papa de la méchante qui a fait fortune avec toutes ses magouilles a trompé sa femme avec la bonne. Du coup, la fille, se disant « vu que t'as trompé maman avec la bonne, et ben maman, elle a mis fin à ses jours, ou je sais plus, où elle s'est barrée, j'en sais rien. Du coup, je vais me venger en tuant la bonne. » Oui, en tuant la bonne. Et son fils, oh dingue, cela voudrait dire que le père de l'industrie avait un fils caché. Eh ben oui, un fils caché qui a survécu, c'est lui le petit génie. Et en fait, depuis le début, c'est lui qui a fabriqué des cartes de l'œil et qui les a envoyées à tout le casting original pour qu'il l'aide à se venger. Donc il a retrouvé le numéro de Morgan Freeman, il a retrouvé le numéro de Jack Wilder, de Merritt McKinney, tous ceux qui étaient recherchés par la police, qui essaient de se planquer, qui ont réussi à échapper au FBI. Hein, ils se sont fait retrouver par un gamin de 20 ans, qui a pas un sou en poche, qui est censé être mort. Donc tout ça pour ramener la nana au milieu d'une scène où elle fait un remake de la fin du 2. Parce que dans le 2, en gros, les méchants se croyaient dans un avion, en fait, ils étaient sur scène depuis le début. C'est la même chose. Pour qu'elle avoue qu'elle avait tué son frère caché, alors qu'il est vivant, pour qu'en fait, ce soit lui qui hérite de la totalité de la fortune et de l'entreprise, afin qu'il puisse redistribuer les fonds à des associations caritatives. Voilà, elle se fait arrêter comme ça, en une seconde. Puis 20 minutes plus tard, ils se font contacter par Mark Ruffalo. Vous vous souvenez? L'agent du FBI du premier film et du deuxième qui était censé être un agent actif de l'œil. Pour leur dire, vous pensiez vraiment pouvoir usurper l'identité de l'œil et faire tomber une méchante comme ça n'aurait aucune conséquence? Eh ben vous avez raison. Vous faites partie de l'œil désormais.
tout ne fait que commencer. Et je n'exagère pas, c'est mot pour mot ce qui est dit dans le film. Et j'ai envie de canner. Et je vais être franc, je pense que j'irai voir les suites juste pour me marrer un bon coup. En conclusion et pour conclure, c'est pas un très bon film. On a quelques idées qui sont pas correctement amenées. On essaye de faire des effets sans comprendre comment ils fonctionnent ni ce qu'ils sont censés représenter. On utilise la forme sans comprendre le fond. Je me suis profondément ennuyé et le film m'a pris pour un con pas mal de fois. Tout ça pour faire un twist nul et nous vendre une suite qui sera probablement pas ouf, même si on peut rêver. Hein. Si on ramène Louis Leterrier dans le projet, il y a moyen d'avoir un truc sympa. Donc je ne recommande pas ce film, mais bon, je ne suis pas parole d'évangile, peut-être que vous aimerez. Sur ce, prenez soin de vous, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao!